On va passer lentement, mais tout à fait sûrement, à l'intervention d'Alfredo Lescano. Euh, Alors, alors pourquoi je ne te vois pas? je ne sais pas. Ah, je te Ah, vois. j'avais éteint ma caméra, là, c'est bon. D'accord, là je te vois tout à fait. Normalement. Je te reconnais. Euh, alors, est-ce que tu as aussi quelque chose à... J'avais montré juste deux phrases à un moment donné, très précises de l'exposé. Donc, D'accord. Mais il n'y a pas de sinon, tu problème. ne partages pas particulièrement. On n'a pas à faire des expériences appuyées sur les boutons, le bouton vert. Ouais. Oui, Tu j'ai domines. l'expérience, donc ça va aller. Tu as l'expérience que ça va aller. OK. Donc, Ouais, ouais, ouais. on va alors commencer dès 58 à mon... Je commence, je vais faire trois phrases pour te présenter et comme ça à 15 heures pile, Ok. ça... Donc nous avons le plaisir maintenant d'entendre Alfredo Lescano, que je remercie aussi d'avoir accepté de participer à ce colloque. Alors Alfredo Lescano enseigne, je regarde mon papier comme si je ne le savais pas, hein. Il enseigne à l'université de Toulouse. Il participe depuis longtemps à l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales, au groupe de recherche en sémantique argumentative, puisqu'il donne des séminaires à l'EHESS, dirige des étudiants en master, participe à des nombreux, je le remercie, jurys de thèse en sémantique argumentative. Il collabore aussi avec l'université Pompeu Fabra de Barcelone, Oui. et plus précisément avec Elisabeth Mich, avec qui il co-dirige des doctorants. Alors, du point de vue de la recherche, Alfredo Lescano développe avec Zoé Camus le programme des programmes, qui est destiné à produire une ontologie sémantique pour la conflictualité sociale. Ils ont également constitué un groupe de recherche baptisé Collectif Programma, dont on entendra un exposé cet après-midi en salle 2. Ton exposé a pour titre aujourd'hui pour une extension du domaine de la sémantique argumentative, et nous t'écoutons donc dans les mêmes conditions que Michel Monte, c'est-à-dire que au bout de trois quarts d'heure, ce serait quand même bien de t'arrêter, et nous ferons des signes en applaudissant. Des Ça petits marche. Vous pouvez me changements. dire directement, arrête-toi, je vais obéir. Ou alors on te dit oui, ou je te coupe pour te dire Oui. bon. Oui, parce qu'il y a un Non, moment que je ne mais vois pas les petites tu mains qui vois pas les apparaissent. petits, tu vois pas des petites Non, images. non, Bon, oui, d'accord. ça arrive Bon, souvent que je ne les vois pas. d'accord. Bon, et ben alors Voilà. je te couperai violemment pour te. Oui, sans souci, sans souci. Ok, bon, Merci. merci beaucoup Marion de ta présentation. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité à faire cette intervention. Euh, donc, je vais, ce que je vais faire, je vais pas faire une analyse de corpus, mais il me semblait que c'était intéressant de présenter quelques rapports entre mes recherches actuelles et les fondements de la sémantique argumentative. C'est pour ça que j'avais juste deux phrases à montrer à un moment donné. Donc, l'idée centrale que je vais développer est que la sémantique argumentative contient en germe la possibilité de s'interroger sur le rapport entre les phénomènes sémantiques et ce qu'on peut appeler de manière simpliste le monde extralinguistique. Et je pense même que cet élargissement des préoccupations de la sémantique argumentative est nécessaire parce que autrement on passerait à côté de quelque chose qui me semble essentiel, c'est que le domaine de la sémantique n'est pas une sphère humaine parmi d'autres, n'est pas une sorte de plan symbolique autonome, autosuffisant, mais qui joue une part centrale dans les dynamiques sociales, dans ce qui fait qu'une société n'est pas une collection d'individus. Et ceci me semble surtout visible dans les situations socialement conflictuelles, des conflits sociaux. C'est pour cette raison que j'en ai fait l'objet de mes recherches. Donc, je vais essayer de montrer que s'intéresser à la dimension sémantique de la conflictualité sociale, du point de vue de la sémantique argumentative, implique trois révisions de ces postulats, ou la révision de trois de ces postulats.
D'abord parce que il faut étendre son objet au-delà du système linguistique pour y inclure quelque chose que je vais nommer pour l'instant de manière un peu intuitive, la dynamique sociale. Ensuite, parce qu'il faut revoir sa conception des entités sémantiques pour les articuler à la problématique de l'action. Et enfin, parce qu'il faut réinterroger le principe de l'autonomie du sémantique par rapport au monde linguistique. Je vais revenir longuement sur ces questions. Donc, je vais défendre l'idée qu'il faut faire un saut du sémantique au social, entre guillemets, mais je pense que pour l'accomplir, on doit effectuer un changement de perspective. Je vais donc commencer en rappelant 3 postulats de la sémantique argumentative. Dans une deuxième partie, je vais essayer de montrer que la prise en compte des discours qui surgissent en contexte de polémicité publique nous mène à réinterroger ces postulats. Et dans une troisième partie, je vais exposer dans ces grandes lignes l'approche avec laquelle nous conceptualisons la dimension sémantique de la conflictualité sociale. Et par nous, j'entends ici, comme tu le disais, Marion, le collectif Programma au sein duquel je travaille et que vous allez entendre tout à l'heure. Donc, le premier des éléments de la sémantique argumentative que je vais rappeler est le fait que la sémantique argumentative est une sémantique linguistique. L'objet de la sémantique argumentative, c'est quoi? C'est d'établir et de préciser comment la langue permet de signifier. On suppose que les mots, dans le système linguistique, sont associés de manière structurelle à une signification. On suppose aussi que ces significations interagissent d'une manière particulière dans la phrase, ce qui permet à l'énoncé d'exprimer un ou plusieurs contenus sémantiques, qui va être nommé le sens de l'énoncé. Donc, la sémantique argumentative prend pour objet la signification des termes de la langue, ce qui inclut leur rôle dans la production du sens des énoncés. Ça, c'est le premier élément que je voulais rappeler. Le deuxième de ces éléments, c'est que les entités sémantiques que postule la sémantique argumentative sont toujours des possibilités discursives. Parce que qu'est-ce qu'on trouve dans la signification d'un mot pour la sémantique argumentative? On trouve des contraintes sur le discours que l'on peut produire suite à l'emploi de ce mot. Dans la signification, je prends un mot au hasard, le mot grève. Dans la signification du mot grève, on trouve quoi? Par exemple, on peut trouver la possibilité d'énoncer quelque chose comme « ils ne sont pas satisfaits des mesures proposées, donc ils font grève ». Mais on ne trouve pas la possibilité d'énoncer quelque chose comme « ils sont satisfaits des mesures proposées, donc ils font grève ». Ces possibilités limitées de discours sont préfigurées dans les entités sémantiques qui sont associées en langue aux mots qui composent cette langue. Si je passe au sens de l'énoncé, le sens de l'énoncé comporte lui aussi ce type d'entité, ces possibilités contraintes. Produire un énoncé, c'est donc toujours ouvrir la possibilité d'une parole contrainte. Cette thèse, on le sait, prend ses formes les plus précises. D'abord, dans la théorie des topoi, dans ce qu'on du Cros, ensuite dans la théorie des blocs sémantiques de Carrel, et souvent en articulation avec la théorie de la polyphonie de Ducrot. Ces théories ont quelque chose en commun. C'est quoi? C'est qu'ils postulent que l'entité sémantique élémentaire est toujours la possibilité d'un discours. Pour Anscombe ou Ducrot, c'est quoi? Ce sont des garants pour des enchaînements conclusifs, ce qu'ils appellent les topoi. Pour Carrel, ce sont des appréhensions normatives ou transgressives de blocs sémantiques. Pour la théorie de la polyphonie, ce sont des points de vue. Donc, ce deuxième élément que je voulais rappeler, c'est que les entités sémantiques élémentaires pour la sémantique argumentative sont des possibilités discursives. Je passe au troisième élément. Le troisième élément que je voulais rappeler sur la sémantique argumentative est le rapport qu'elle établit entre le domaine sémantique et le domaine extralinguistique. Alors, on connaît
l'historique de ce rapport. C'est toujours construit en dialogue avec les sémantiques logiques. Hein. Les sémantiques logiques qui se fondent sur la thèse que la signification d'une phrase est l'ensemble des conditions sous lesquelles cette phrase peut être énoncée avec vérité. Hein. Ce qui implique qu'on peut établir un certain rapport, on va dire de correspondance entre le contenu sémantique de la phrase et un certain état des choses dans le monde. Ces conditions de vérité sont une donnée objective que certains sémanticiens considèrent comme une description d'un état de choses, comme une information. Donc, dans une première période, Ducrot garde dans le calcul du sens la présence d'informations sur l'effet du monde, et on sait qu'à partir de l'article argumentativité et informativité, Anstrom et Ducrot postulent l'argumentativisme radical, ce qui veut dire pour eux qu'à aucune étape du calcul du sens, du cheminement qui va de la signification au sens de l'énoncé, on ne fera intervenir des informations sur le mot. Autrement dit, ils aboutissent à une conception du fait sémantique qui n'est déterminée en aucune instance par des données extralinguistiques. Nous savons que la théorie des blocs sémantiques conserve ce principe de l'indépendance du sémantique par rapport au domaine extralinguistique. Hein. C'est-à-dire que les entités sémantiques sont pure et simplement des possibilités d'un certain type de parole et donc n'informent jamais sur la constitution du monde. Et par conséquent, on peut dire que dans l'optique de la sémantique argumentative, ce qui relève du domaine du sémantique doit être compris comme autonome par rapport au monde extralinguistique. Alors, pourquoi je rappelle ces trois éléments? Je les rappelle, alors que tout le monde les connaît si bien, je suppose, parmi les publics, c'est parce qu'il me semble nécessaire de les réévaluer. Hein, de les réévaluer à la lumière d'un problème. Et le problème est le suivant. C'est qu'il me semble que souvent, les contraintes discursives qui pèsent sur nos énoncés ne proviennent ni du système linguistique, ni d'un énoncé précis qui précède le mien. Je donne seulement un exemple qui va être caricatural. Il faut imaginer une chaîne de télévision française du type information en continu. Il faut imaginer une émission de type table ronde dans laquelle on discute sur une affaire d'économie, on va dire sur les voies possibles pour résoudre, disons, la hausse du chômage ou l'augmentation du coût de la vie. Hein. Supposons que dans cette table ronde, on a invité un économiste, et cet économiste se prononce sur l'abandon immédiat du principe de la propriété privée. Il préconise que la solution, c'est la collectivisation des usines, des biens immobiliers, hein, des maisons, des appartements, plus de propriété privée. Donc, il semble qu'il y a fort à parier que cet économiste sera rapidement disqualifié par les autres participants de la table ronde. Sûrement, on va un peu ricaner. Au mieux, on va lui dire qu'il n'est pas réaliste et on va continuer à discuter de la rentabilité des entreprises du trou de la sécu. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je pense que cette dynamique du ricanement et de la disqualification peut être comprise d'après un schéma selon lequel les infractions sont soumises à des sanctions. Ces disqualifications de la parole seraient des sanctions face à une sorte d'infraction discursive qui a été commise par l'économiste. Et serait le signe, ces sanctions, hein, et serait le signe du fait que cet économiste a enfreint des contraintes discursives. Donc, si on accepte ce que je viens de vous dire, alors il faudrait admettre que les contraintes que l'économiste a enfreintes ne se trouvent pas logées dans la signification d'un mot précis ou d'une expression,
Il n'y a rien dans les mots propriété, privé, collectivisation, usine, etc., ni dans les expressions que l'on peut former avec ces mots, qui préfigurent les disqualifications dont fait l'objet la parole de cet économiste dans cette émission télévisée. Hein. Un indice de ceci, c'est que la même phrase prononcée par ce même économiste, mais cette fois dans le contexte, on va dire, d'un colloque entre des économistes collectivistes, hein, aura beaucoup moins de chances de déclencher ce type de réaction négative. Hein. Donc, ces conditionnements différents à la parole de cet économiste ne sont pas situés ni dans un mot, non plus dans un énoncé précis qui serait présent préalablement, qui aurait été prononcé dans cette table ronde et qui aurait fermé cette possibilité. Hein. Parce qu'il semble plutôt que les contraintes qui s'imposent sur son discours, elles s'imposent d'emblée à sa prise de parole. Elles sont là avant même que la table ronde commence, je dirais. Donc, nous avons un problème qui est d'ordre descriptif. Hein. Les contraintes qui pèsent sur le discours de tout économiste qui passe dans une chaîne d'information ne se trouvent pas dans la langue, pas toutes dans la langue, ne se trouvent pas toutes dans la langue, ni ne sont imposées par un énoncé spécifique de quelqu'un qui vient de prendre la parole. Alors, ce problème qui est descriptif en genre une question qui est plutôt d'ordre théorique. La question serait, où se trouvent ces contraintes? Où se trouvent ces contraintes qui pèsent sur le discours que nous produisons et qui ne sont ni dans les mots, ni dans un énoncé précis qui vient d'être prononcé? Alors, il y a des réponses possibles, bien sûr, déjà faites. L'une d'elles, c'est de Foucault. Hein. Alors, la réponse que fournit Foucault, c'est que, je parle du Foucault de l'archéologie du savoir, que la société développe, maintient, transforme ce qu'il est possible de dire sous la forme de régimes d'énoncés possibles, ce qu'il appelle les formations discursives, des régimes d'énoncés. Autrement dit, ce qui suppose que nos discours expriment une pensée sociale ou des idées partagées ou des croyances collectives font fausse route. De même que ceux qui considèrent que, en parlant, nous exprimons des idées que nous avons chacun forgées de manière individuelle dans notre esprit individuel. Tout ce que l'on a, ce sont des régimes de formation d'énoncés qui sont le produit historique des sociétés. Donc, les analystes qui décèlent l'esprit du temps dans une parole ne font que constater des régularités discursives. Et l'individu qui croit donner à voir dans son énoncé ses propres opinions, ses opinions les plus personnelles et originelles, ne fait en réalité qu'exploiter des possibilités énonciatives qui lui sont permises par les régimes d'énoncés disponibles dans l'espace social où sa parole a lieu. Donc, on peut formuler une réponse en reprenant ces idées de Foucault. Il me semble que la réponse serait la forme suivante. L'énoncé de l'économiste n'a pas respecté le régime des énoncés possibles dans le contexte, on va dire, des discussions en économie dans les grands médias, où il s'impose, entre autres, de ne pas mettre en question l'inviolabilité de la propriété privée. D'où que son discours a été sanctionné par la disqualification de sa parole, par la mise en ridicule de sa position, etc. Donc, les sanctions des autres participants de la table ronde montreraient simplement que la prise de parole de l'économiste est une sorte de non-discours, de discours inaudible dans la sphère où elle s'inscrit. Donc, cette solution, je pense qu'elle est en partie juste, hein, mais je crois aussi qu'elle introduit de nouvelles difficultés. Qu'est-ce qui me semble juste dans cette solution? C'est que
il me semble juste de supposer que toute société produit au cours de son histoire les possibilités que l'ouvre pour les prises de parole dans des domaines d'action différents. Et il me semble aussi nécessaire de faire l'hypothèse que ces possibilités, ces contraintes pour le discours n'existent ni dans la langue, ni dans la pensée, mais dans une sorte de troisième royaume, pour parler comme Frege, un domaine qui persiste de manière indépendante aux êtres individuels et aux énoncés singuliers. Mais si cette solution peut avoir l'air si efficace, elle ne l'est en réalité que partiellement, à mon avis, parce qu'il a un problème, et le problème est important. C'est qu'il n'accorde aucune importance au fait que les discours ne font pas qu'exploiter les possibilités discursives ouvertes dans une situation, dans une conjoncture donnée. Parler, ce n'est pas seulement se mouvoir dans des schémas qui ont été déjà tracés. Je mets un exemple facile. Jusqu'il n'y a pas longtemps, dire que la consommation des viandes est nécessaire et importante pour l'alimentation humaine était d'une banalité totale. Aujourd'hui, ce l'est beaucoup moins. Un exemple un peu géographiquement lointain, mais très récent et très important, c'est le conflit qui a eu lieu récemment en Argentine autour de la légalisation de l'avortement. Et suite auquel l'avortement a été légalisé, il a entraîné à soutenir en fait, que soutenir aujourd'hui que l'avortement est un crime, c'est heureusement beaucoup moins facile qu'il y a quelques années. Alors, ces transformations des possibilités discursives sont, dans une très grande mesure, la conséquence d'interventions discursives. C'est-à-dire que la parole est susceptible d'apporter des modifications sur ce qu'il est possible de dire, sur les possibilités discursives qui sont disponibles. Autrement dit, il me semble qu'il faut accepter que le discours travaille sur les possibilités discursives, de sorte à les rendre plus ou moins disponibles, plus ou moins évidentes, pour en ajouter de nouvelles, pour en supprimer d'autres. La proposition de Foucault, que l'on trouve aussi dans une très grande partie des travaux qui s'inspirent exclusivement de Foucault, amène à percevoir seulement un type de rôle du discours, qui est le rôle, un rôle passif, un rôle de reproduction de ce qu'il est possible de dire. Et les régimes d'énoncé seulement comme contraignants. Il y a donc une tâche qui me semble essentielle, et qui est celle d'établir les processus par lesquels les possibilités discursives évoluent. Parce que, comme on vient de le voir, les possibilités discursives ne sont pas seulement données, elles sont aussi travaillées, c'est-à-dire affaiblies, renforcées par les discours qui les mettent simplement un fonctionnement ou qui cherchent à les réduire au silence ou bien à garantir leur pérennité. C'est ce qu'on voit notamment dans les conflits sociaux. Parce que c'est dans ce type de situation qu'on peut voir à l'œuvre les processus qui rendent des entités sémantiques plus ou moins énonçables. Et il me semble personnellement que aucun autre terrain d'étude est plus apte à faire apparaître la façon dont les possibilités discursives émergent et évoluent que ce type de situation, les situations conflictuelles ayant une portée sociale. Et c'est pour cette raison que j'ai étudié, par exemple, le conflit sur la construction d'un aéroport en Occident-des-Landes ou le conflit entre éleveurs de brebis et associations écologistes autour du retour du loup sur le territoire français. Mais observer un conflit social d'un point de vue sémantique, c'est une démarche qui dépend d'une thèse. C'est la thèse selon laquelle ces conflits contiennent une dimension ou sous forme les possibilités et les contraintes discursives qui sont à l'œuvre dans ce
conflit. Maintenant, quand on s'épanche sur ces situations, on se rend compte que cette dimension sémantique n'en est pas une parmi d'autres. En fait, ce qui apparaît, c'est que la dynamique des conflits sociaux semble essentiellement réglée par l'activité de modification et de conservation des disciples. C'est pour cette raison qu'il nous faut une théorie qui nous permette de prendre en compte ces problèmes, ces rapports entre les disciples disponibles et les énoncés dans le cadre de l'étude sémantique de la conflictualité sociale. Donc, je vais me résumer. J'ai commencé en rappelant 3 postulats de la sémantique argumentative, celui selon lequel l'objet de la sémantique ou de ce type de sémantique est le système de la langue, celui selon lequel les entités sémantiques sont des possibilités de discours, et enfin, celui de l'autonomie de la sémantique par rapport au monde extralinguistique. J'ai essayé de montrer que le premier postulat, selon lequel l'objet de la sémantique est le système linguistique, doit être dépassé pour intégrer d'autres modes d'existence, des contraintes discursives. L'idée que nos discours surgissent toujours contraints par des possibilités discursives qui ne dépendent pas de la langue, que nous reprenons à Foucault, semble juste, mais il manque à cette idée la prise en compte de la capacité du discours à transformer les disciples. Et l'étude de ces transformations nous mène à voir un type de terrain où celles-ci se produisent de manière privilégiée, qui est celui des conflits sociaux. Mais quand on analyse le plan sémantique des conflits sociaux, il y a de nouveaux défis qui apparaissent. Et donc, nous allons voir que pour leur faire face, il va être nécessaire de revenir sur les 2 postulats de la sémantique argumentative qu'on n'a pas encore examinés, celui qui porte sur la nature des entités sémantiques et celui de l'autonomie de la sémantique par rapport au monde extralinguistique. Donc, après ce rappel rapide, je peux passer à présenter dans ces grands traits le cadre général de notre approche. Je viens de dire que la prise en compte des spécificités de la conflictualité sociale nous a poussé à réexaminer la nature des entités sémantiques qui sont en jeu dans ce type de situation. Bon. C'est ce qu'on fait dans des travaux communs avec Zoé Camus, dans lesquels on croise mes analyses de longs conflits sociaux et les siennes sur des assemblées citoyennes politiques. Moi, j'avais évoqué ici que les conséquences de cette approche pour l'analyse des conflits sociaux. Je vais aborder premièrement la question des entités sémantiques, ensuite celle du rôle du discours, et enfin, je vais traiter du problème des actions non linguistiques. Donc, on a vu que dans une approche qui reprendrait les idées de Foucault, on pourrait dire que les différents domaines d'activité, les différentes conjonctures sociales, et donc les conflits sociaux, contiennent une dimension ou sous forme ce qu'il est possible de dire. Nous croyons que tout conflit contient une dimension ou sous forme ce qu'il est possible de dire dans ce conflit. Et étant donné que nous considérons que les possibilités discursives se présentent sous la forme d'entités sémantiques, il nous semble légitime de caractériser cette dimension de sémantique. Bon. Les situations de conflictualité contiennent toutes, selon nous, ce que nous appelons un espace sémantique où l'on trouve les possibilités discursives qui sont disponibles dans cette situation. Il me semble que la théorie des blocs sémantiques nous permet de préciser cette idée. On peut dire que les possibilités de dire qui sont disponibles dans l'espace sémantique d'un conflit se présentent sous la forme de saisie normative ou transgressive des blocs sémantiques. Vous pouvez supposer ces concepts connus tout le monde. Mais cette portion doit être complétée, élargie pour décrire le rapport entre la dimension sémantique des conflits et ce que vous appellerez leurs enjeux.
Pourquoi? Parce que notre analyse doit être capable de rendre compte du fait que l'activité discursive déployée par les protagonistes d'un conflit n'est pas enfermée sur elle-même, ne cherche pas à établir seulement ce qu'il est possible de dire, et cherche surtout à modifier les pratiques disponibles, pratiques qui ne sont pas forcément langagières. Donc, l'une de nos thèses centrales est que la dimension sémantique des situations collectives conflictuelles est imbriquée à la capacité des groupes à agir, à effectuer des actions qui peuvent comporter du langage ou pas. C'est-à-dire que les discours qui interviennent dans un conflit social visent à faire émerger, à empêcher, à transformer la possibilité qu'ont certains groupes à agir d'une certaine manière. Et ceci a des conséquences sur notre conception des entités sémantiques. Je mets un exemple. Alors, je prends le conflit sur le retour du loup en France. Pendant tout le développement du conflit, on trouve la possibilité de tenir des discours du type normatif, selon lesquels le loup est en voie de disparition et donc l'espèce doit être protégée. Je mets seulement un exemple qui est tiré d'un communiqué de presse d'un groupement d'associations, je vais essayer de partager dans l'écran, d'un groupement d'associations de défense du loup. Et ça, c'est ça. Voilà. Donc là, vous voyez un énoncé qui dit, là, attendez, parce qu'il faut que je le puisse tout lire, peut-être dans mon écran, la conservation de l'espèce n'est pas encore assurée en France. Notre pays, comme les autres, doit prendre sa part dans la protection des loups. Okay? Ça, c'est dit, c'est produit dans un communiqué de presse d'une association de défense des loups. Bon. Dans son contexte d'apparition, ce discours a deux visées. Une première visée, d'après laquelle, une première visée qui consiste à rendre moins polémique, plus évidente, la possibilité d'affirmer la nécessité d'interdire l'abattage de loups, donc renforcer une possibilité d'action discursive. Et une deuxième visée qui serait de rendre indisponible la possibilité effective d'abattre des loups, qui est une action donc non linguistique. Je passe maintenant à un second discours qui est produit cette fois par le maire d'une commune rurale et que je vous montre là. Voilà, vous voyez maintenant le second énoncé. Il dit, là, il n'existerait que 2 loups en France, je les protégerai. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout une espèce en voie de disparition, le loup prolifère. Okay? Donc, voici donc le deuxième énoncé. Ce deuxième énoncé, c'est un discours qui cherche d'une part à rendre plus difficile, moins évidente, la possibilité d'affirmer la nécessité de protéger le loup et à rendre plus énonçable sa réciproque, qui permet de soutenir que le loup n'est pas en danger et que de ce fait, sa protection n'est pas nécessaire. Mais il cherche aussi à rendre disponible la possibilité que des éleveurs et des bergers tuent effectivement le loup, des loups. Okay. J'enlève le partage d'écran. Voilà. Donc, si on admet l'analyse que je viens de proposer, alors traiter les entités sémantiques comme étant déconnectées des possibilités d'agir qu'elles conditionnent, alors serait donner une vision trop réductrice de leur nature. Je pense surtout qu'une telle position affaiblirait notre approche de la conflictualité sociale, parce qu'elle passerait sous silence d'une des spécificités de ce type de situation, et en particulier le rôle qu'y jouent les discours et l'évolution de leurs espaces sémantiques dans la définition des enjeux des conflits. Donc,
point central du cadre que nous élaborons avec Zoé Camus et que nous développons avec le collectif Programma est une définition des unités élémentaires des espaces sémantiques des situations discursives d'ordre politique. Les unités élémentaires des espaces sémantiques des situations politiques. Cette unité est pour nous une interdépendance normative ou transgressive orientée à l'action. C'est pour ça que nous l'appelons programme. C'est une définition qui est incomplète, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu, mais elle nous permet de voir l'une des spécificités des programmes. Si nous le nommons précisément programme, c'est pour faire voir, c'est pour mettre l'accent sur le fait qu'il s'agit d'une virtualité orientée vers sa mise en œuvre. La raison d'être de tout programme est de s'accomplir dans des actions qui peuvent être d'ordre linguistique, comme revendiquer la protection du loup, ou non linguistique, comme tuer un loup. Donc, pour le dire en un mot, les conflits que nous étudions font apparaître que l'évolution des possibilités discursives est corrélée à la possibilité ou l'impossibilité d'effectuer des actions qui ne sont pas nécessairement d'ordre linguistique. Et d'après nous, les programmes concentrent cette imbrication. Cela implique que le postulat de la sémantique argumentative, d'après lequel les entités sémantiques élémentaires sont des possibilités de discours, qui est le deuxième postulat que j'ai présenté, que j'ai évoqué, de la sémantique argumentative, doit être élargi. Doit être élargi pour incorporer le fait que ces possibilités de discours se trouvent liées d'une certaine manière à la possibilité d'un certain type d'action qui ne sont pas nécessairement d'ordre linguistique. Dans l'espace sémantique du conflit sur le retour du loup, il y a un programme qui définit la possibilité des discours selon lesquels le loup n'est pas une espèce en voie de disparition et pour cette raison, le loup ne doit pas être protégé et s'oriente à rendre disponible l'action non linguistique qui consiste à abattre le loup. Donc voilà, je viens de présenter de manière très sommaire le concept du programme pour donner un aperçu des implications de l'étude de la conflictualité sociale sur la manière dont on peut envisager les entités sémantiques. Maintenant, il s'agit de voir quelles sont les conséquences concernant le rôle du discours. Nous avons vu que les programmes sont travaillés par les discours. Les discours ne font pas que reproduire les disciples, ils les travaillent. On peut essayer de préciser un petit peu plus de quelle manière, avec quels effets les discours travaillent sur les programmes. Je vais reprendre encore une fois l'exemple du programme grâce auquel il est possible d'énoncer que les loups sont en voie de disparition et que de ce fait, il faut protéger l'espèce. Si on observe l'ensemble des interventions discursives qui donnent sa forme à ce conflit, on s'aperçoit que ce programme en particulier, au début du conflit, au tout début, vers les années 90, ce programme il permettait de produire des discours bien plus évidents, moins polémiques que 10 ans ou 15 ans plus tard, quand on constate le surgissement de discours qui visent à amoindrir l'orature banale, comme le discours du maire qu'on a vu tout à l'heure, qui cherche à l'affaiblir. Donc, cette évolution montre que cette évolution des discours montre une évolution de l'espace sémantique, une évolution du programme. Les interventions qui ont lieu dans le conflit peuvent faire varier le degré de polémicité des discours que l'on a produit à partir d'un programme. Et cette propriété des programmes est étudiée par Zoé Camus. Elle propose que des discours qui interviennent dans l'espace sémantique des assemblées et d'analyse travaillent dans ce qu'elle appelle la stabilisation et la déstabilisation des programmes. Et moi, je pense que ce principe
doit être appliqué également aux conflits sociaux. D'après cette thèse, un programme est d'autant plus déstabilisé que sa mise en production engendre de réactions négatives. Et inversement, on peut dire qu'un programme possède un haut degré de stabilisation si sa mise en production n'engendre pas de réactions adverses, ou moins de réactions adverses. Donc, si on peut dire que le programme de la protection du loup était plus stable au début du conflit que maintenant, c'est parce qu'au début du conflit, un discours défendant la nécessité de protéger le loup ne se suivait pas, ou presque pas, des réactions négatives. Alors qu'actuellement, les discours qui combattent cette même possibilité discursive sont extrêmement nombreux. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que le degré de stabilisation que possède un programme à un moment donné de l'évolution du conflit est le résultat des interventions discursives sur l'espace sémantique de ce conflit. Et ceci a des conséquences importante sur la conception du rapport entre l'énoncé et ce qu'on peut appeler sa contrepartie sémantique. On ne peut pas dire dans ce cas que l'énoncé communique ou exprime de lui-même un sens en fonction de son contexte ou son contexte immédiat et son rapport avec sa forme linguistique. Il faut dire plutôt qu'un énoncé a un certain impact sur des éléments dans l'espace sémantique qui lui est extérieur, et que l'énoncé ne contrôle pas les conséquences sémantiques de son intervention. L'énoncé de l'association de défense du loup ne fait que participer à stabiliser le programme selon lequel le loup doit être protégé à cause de la fragilité de cette espèce. Mais les énoncés, c'est-à-dire de formes similaires qui surgissent actuellement dans le même conflit, sont certes aussi de tentatives de stabilisation de ce même programme, mais en même temps, ils essayent de déstabiliser un autre programme qui est actuellement beaucoup plus stable et qui lui est réfractaire, qui est celui que mobilise par exemple le maire, qui soutient que le loup n'est pas en voie de disparition et que donc il ne faut pas le protéger. De manière générale, on ne peut jamais connaître la contrepartie sémantique d'un énoncé en observant sa forme et son contexte immédiat. Il faut aussi prendre en compte la configuration de l'espace sémantique sur lequel il agit au moment où cet énoncé agit, car c'est la seule manière de connaître les programmes sur lesquels il agit directement ou indirectement. Et si l'on veut connaître l'impact réel d'un énoncé, pour savoir si sa tentative de stabilisation a réussi ou non, ou dans quelle mesure elle a réussi, il faut observer la suite de l'évolution de l'espace sémantique. Et donc, les énoncés, il est difficile de dire qu'ils communiquent un sens qui leur appartient. Il faudrait plutôt dire qu'ils sont porteurs d'une intervention sur un espace sémantique qui leur est extérieur. Je vais terminer en abordant la question des actions non linguistiques. Ce que je viens de dire jusque-là, je pourrais le résumer en disant que les conflits sociaux sont avant tout mus par un travail agonistique pour stabiliser certains programmes et en déstabiliser d'autres, de sorte à rendre disponibles certaines actions et moins disponibles d'autres, actions qui peuvent être linguistiques ou pas. Mais donc, il s'agit de voir quel est ce rapport avec les actions non linguistiques qui est problématique et sur lequel je peux donner juste quelques éléments exploratoires. Je pense qu'il faut continuer à affirmer sans équivoque, avec la sémantique argumentative, que les entités sémantiques et les faits du monde sont incommensurables parce que rien ne permet d'établir un rapport d'homologie ou de similarité entre elles. L'action du berger qui tue un loup est en fait, pour ainsi dire, de plomb, de chair, de sang, alors qu'un programme est une entité sémantique. Cependant, les bergers ou les éleveurs qui tuent des loups le font en général dans l'exercice d'un permis obtenu grâce à un dispositif officiel qui a vu le jour suite à l'évolution du conflit. C'est-à-dire que cette action singulière
non seulement a été rendu disponible dans l'espace sémantique de ce conflit par des interventions discursives, mais surtout la possibilité de ce type d'action est ce pourquoi ces interventions ont eu lieu. Je vais essayer de rendre explicite un type spécifique d'articulation possible entre des programmes et des actions non langagières. J'essaie d'être court. Oui, il te reste 2 minutes. Hein. Il reste 2 minutes. Mince. Bon. Enfin, il reste un quart d'heure, disons, un gros quart d'heure. J'essaye. Alors, c'est un type seulement d'articulation possible entre des programmes et des actions non langagières. Il s'agit de celle qui peut faire apparaître une action en tant que réalisation d'un programme. Alors, je prends encore une fois le cas du berger qui tue un loup. Hein. Cette action peut apparaître comme la réalisation d'un programme qui permet d'affirmer que le loup est une nuisance qu'il faut de ce fait éliminer. Mais quelle est la nature de ce lien? Comment se produit-il? Bon. L'hypothèse sur laquelle je travaille actuellement pour expliquer l'une des modalités possibles de ce lien spécifique, vous voyez le nombre de pincettes que je prends, est que dans certains cas, cette connexion se produit en 2 phases. Dans ces cas, d'abord, suite à des interventions discursives, certains programmes apparaissent comme étant aptes à engendrer des actions. Hein. Dans ces cas, préalablement à l'action, au moins un programme a été installé avec un statut particulier que l'on peut gloser en disant que ce programme est apte à être agencé à des actions sous le mode de l'accomplissement. C'est ce que fait, par exemple, de manière explicite, un texte qui a force de loi et qui régule un certain type d'activité. J'ai mis un exemple extrêmement simple que je tire d'une législation en vigueur du 7e siècle dans un petit village de la région de Cantabrie, en Espagne. Alors, la disposition légale qui m'intéresse interdisait de laver son linge dans le ruisseau qui traverse le village sans autorisation préalable. Bon, il y a un texte de loi, on va dire, qui installe au moins 2 programmes en tant que programmes qui peuvent être accomplis. Hein. Un programme autorisant un discours, d'abord, du type « cette personne lave son linge parce qu'il a un permis », il y a un second programme qui permet de faire des discours comme « cette personne lave son linge bien qu'elle n'ait pas de permis ». Bien qu'elle n'ait pas de permis. Une fois cette installation de programme accomplie, une nouvelle phase s'ouvre dans laquelle il existe la possibilité de produire un discours qui fasse d'une action concrète une manifestation d'un de ces programmes. On peut dire que de quelqu'un qui effectue un certain type d'action, que cette personne lave son linge parce qu'il a un permis ou malgré sa non-possession de permis. Bon, ces idées très simples ont des conséquences générales parce qu'elles rendent nécessaire d'admettre qu'il existe des liens significatifs entre des entités qui sont de nature hétérogène, comme une action matérielle qui n'a pas de langage et une entité sémantique. Hein. J'ai des raisons d'appeler ça agencement, je ne vais pas m'attarder là-dessus, en reprenant le terme de Deleuze et Guattari. Hein, on peut revenir là-dessus lors des discussions. Donc, c'est un type de connexion signifiante entre des entités hétérogènes. Hein. J'essaie de sauter les choses que je voulais dire. Je pense que ces idées simples, il faudrait... Elles sont trop simples. Hein. Elles sont trop simples parce qu'elles ne montrent pas qu'en contexte de conflictualité, les actions non linguistiques ne sont pas en général, et celles qui comptent, ne sont pas en général agencées à un programme, mais à des programmes qui sont réfractaires entre eux. Hein. Une même action, du type le berger qui tue un loup, va être agencée en même temps par des participants différents à des programmes qui sont réfractaires entre eux. Hein. L'action va être agencée à un programme du type le loup est une nuisance et donc il faut l'éliminer, et aussi à un programme du type le loup est protégé et pourtant on en tue. Hein. Donc ça veut dire que la même action se retrouve agencée à une tension entre des programmes plutôt qu'à un programme tout court. Alors toute cette réflexion
m'amène à réexaminer le postulat de l'autonomie du sémantique par rapport à tout élément extra-linguistique. Et il me semble qu'il faut le réexaminer en se posant la question sur ce double conditionnement entre le sémantique et l'extra-linguistique. Hein. Je pense que ce que je viens de dire montre le besoin dans lequel nous sommes de réexaminer ce postulat. Voilà, j'arrête là puisque j'ai plus de temps. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. On a 10 minutes pour la discussion. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, toujours de la même façon, vous pouvez écrire. Corentin et Louise veillent à ce qui a été écrit. Alors là, il y a quelque chose. Alors, je lis la question. Bon, c'est Alvaro Magalhães Pereira da Silva. Ah. Merci à tous les organisateurs. Merci au professeur Lescano pour la conférence. J'ai une question sur la définition du programme. Si le lien entre programme et action non discursive n'est pas automatique, mais il dépend d'agencement, pourquoi définir les programmes comme la possibilité d'agir? Or, puissance d'agir ou puissance d'agir et non comme sens des actions, possibilité de sens des actions ou même comme signification, possibilité de signification des actions. Est-ce parce que ce sens ou cette signification est décrit par des énoncés et non par l'action elle-même? Ok, c'est une question difficile alors, pourquoi définir les programmes comme des puissances d'agir, je pense que il y a il est justifié de considérer que les programmes ne sont que des puissances d'agir parce qu'en réalité, on ne ils n'ont de réalité matérielle que lorsqu'ils s'actualisent en action. Une action qui peut être discursive ou non discursive. Il y a juste une différence entre les actions discursives et les non discursives, c'est que les actions discursives, ils peuvent réaliser, on va dire, les noyaux sémantiques du programme, alors que les actions qui n'ont pas de langage nécessitent de passer par du langage. Alors, ce passage par du langage, pour pouvoir dire qu'elles accomplissent, qu'elles réalisent un programme. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une relation en direct entre l'action non linguistique et ces entités sémantiques qui sont les programmes. Pour pouvoir dire qu'une action non linguistique réalise un programme, il faut qu'il y ait un programme donc, qui se présente comme pouvant être accompli dans le monde par une action. C'est ce que je viens de dire. Ce qui veut dire que le programme lui-même contient la possibilité d'être réalisé, même si on ne sait pas dès le départ quel type d'action va être réalisé, quel type d'action va réaliser ce programme. Hein. Ce que tu dis dans ta question, c'est pourquoi ne pas supposer que les programmes, je vois maintenant ta question dans le texte, sont le sens des actions. Parce que je pense que les programmes sont là, non pas pour donner un sens aux actions, mais plutôt pour les rendre disponibles, hein, aussi bien pour les discursives que pour les non discursives. Hein. Et il me semble que la discussion autour du sens en est une autre, qui est simplement je barre mon adverbe, c'est pas simplement, il n'y a rien de simple là-dessus, qui est une autre, qui est la question de l'interprétation. Hein. Là, il s'agit moins de savoir comment on interprète le monde que de savoir de quelle manière on rend nos actions possibles. Hein.
et de quelle manière les actions, qu'elles soient discursives ou pas, évoluent. Hein. Il me semble que l'entité programme permet de réfléchir à cette question-là. Et c'est pas que la question du sens ne soit pas pertinente, mais ça en est une autre. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Est-ce qu'il y a Merci. d'autres remarques? Moi, j'ai une question, mais je vais te la poser. Je vais profiter du fait que j'ose plus pour te, pour te la poser. Il va suffire de me répondre par oui ou par non, tu vas me dire, mais tout d'un coup, je me suis demandé, je ne l'avais pas entendu à ce point-là, enfin, en te lisant, enfin, en lisant tes travaux. Donc, tu parles donc, des contraintes discursives, enfin, qui sont, comment dire, la signification est une contrainte sur le discours à construire selon Anscombre et Ducrot. Enfin bon, donc il y a des contraintes là sur le discours décrites par Anscombre et Ducrot, oui, par la sémantique argumentative. Ensuite, tu as parlé du fait que certains discours étaient possibles ou non, enfin, le discours du collectiviste était possible ou non dans certaines situations, c'est-à-dire qu'il y a certaines situations discursives qui, certaines, je ne sais pas si je peux dire discursives d'ailleurs, qui contraignent aussi, enfin, ce qui peut être dit. Il y a une contrainte sur ce qui peut être dit dans certaines situations, à la télé, on ne peut pas dire. Je ne sais pas si je le formule bien, mais tout d'un coup, je me suis demandé si ces deux contraintes sont de même nature pour toi. C'est ce que tu essayes de faire, hein, c'est de décrire de la même manière, oui, les contraintes du genre, il n'est pas possible de dire ils sont satisfaits donc ils vont se mettre en grève. Est-ce que pour toi c'est un même type de contrainte, ce qui empêche de dire ils sont satisfaits donc ils vont se mettre en grève, et ce qui empêche l'économiste collectiviste de parler sereinement à la télévision? Est-ce que c'est le même type de contrainte, hein? Alors, oui et non, en fait. Oui et non, parce que Je vais te le dire oui. voilà. Oui et non. Alors, il y a ce qu'ils partagent, c'est le fait de conditionner ce qui va être un discours, on va dire, acceptable. Hein. Un discours qui va être recevable. Hein. Et bien, il y a des manières différentes d'être recevable pour un discours. Hein. On peut passer par fou, ou on peut passer par ridicule, ou on peut passer par juste à côté de la plaque, ou on peut passer par quelqu'un qui ne s'adéquat pas aussi à la situation, etc. Ou on peut passer par quelqu'un qui a un point de vue incorrect. Donc, comme je dis, irrecevable, ça veut dire, ça regroupe plein de situations, plein d'irrecevabilités complètement différentes. Hein. Dire ils ont fait grève parce qu'ils étaient contents de leur situation, hein. C'est produire un énoncé qui a un type d'irrecevabilité particulière et différente de celui qui dit ah bah, la propriété privée sur BFM. Hein. C'est des types d'irrecevabilité différentes. Donc, ils partagent les contraintes qui pèsent sur nos discours, partagent le fait que voilà, il y a une sorte d'infraction qui peut être faite, mais ils sont des natures différentes. Ils sont des natures différentes aussi parce que les contraintes qui viennent de la langue, hein, les contraintes qui sont inscrites dans les mots, il me semble qu'ils ont un niveau de stabilisation euh, euh, incroyablement haut. Hein. Il me semble même que ce sont on peut dire que c'est les programmes les plus stables possibles, c'est ceux dont on est prêt à admettre qu'ils sont inscrits dans la signification des mots de la langue. D'accord. Il est 15h57. Je me demandais s'il y avait d'autres questions, Louise.
Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. On ne Alors, t'entend plus. On ne t'entend là, plus. Vous avez coupé les deux micros là. Ça y est, non, c'est parce qu'elle marche avec mon micro à moi. J'ai Oui, un voilà, peu c'est ça. raté. Voilà, donc j'ai remis mon micro. Oui, je me demandais, pour l'espace sémantique, en fait, au début, je pensais que c'était vous parliez d'un contexte d'énonciation particulier. En fait, est-ce que c'est plutôt un ensemble d'énoncés auquel on va se référer? Mais du coup, comment est-ce qu'on peut s'y référer? Est-ce que ça a une certaine... comment on fait pour s'inscrire, en fait, dans un espace sémantique d'un conflit? OK. Alors, moi, je pense aux espaces sémantiques relatifs à des situations longues dans le temps qui ont une portée sociale. Donc, je les conçois comme, on va dire, une région relativement autonome à l'espace, à l'intérieur de l'espace sociopolitique général. C'est-à-dire que j'imagine l'espace sociopolitique général comme une sorte de troisième royaume, hein, encore une fois, au sein duquel il y a des zones relativement autonomes, parce qu'ils sont relativement autonomes parce qu'ils sont visés par des discours qui les rendent un peu indépendants du reste. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux qui se développent un peu locaux. Donc, comment on agit sur ces espaces sémantiques particuliers? Ben, je pense qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. L'un d'eux, c'est qu'il y a des mots qui agissent comme indice de ce raccrochement à un espace sémantique particulier. Hein. Il y a aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé du tout ici, le fait que quand on parle, on le fait dans la sphère publique, on le fait en incarnant une sorte de ce qu'ils appellent un corps. Hein. Un corps, c'est une configuration sémantique relative à mon propre et que je peux incarner pour porter l'intervention discursive. Et ces corps, en général, ils sont déjà rattachés, on peut les rattacher à ces espaces sémantiques particuliers, ils en font même partie. Ce qui fait que prendre la parole en tant que, on va dire, représentant de tel syndicat et avec quelques mots qui fonctionnent comme indice par rapport à un conflit particulier, va automatiquement orienter mon discours en tant qu'intervention sur une zone spécifique de l'espace sociopolitique qui va être l'espace sémantique du conflit autour du loup. Voilà, c'est un traitement très rapide de ta question qui est hyper complexe en fait. Mais voilà pour que tu vois un peu comment on peut concevoir ce type de problème. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va faire une pause pour prendre un thé, quelque chose. Ah non, il y a aussi une question. On prendra le thé après. J'ai aussi une question d'Alvaro. Je pense que c'est la même personne que tout à l'heure. Oui. J'ai aussi une question sur la stabilisation. Est-il possible qu'un programme soit stabilisé par un discours qui met en production un mode d'intervention de combat? Ok. Alors, comme vous pouvez le voir, Alvaro connaît très bien toute la théorie et tous les détails. Je n'ai pas parlé des modes d'intervention, je n'ai pas parlé de combat. C'est une question difficile, très subtile. Je pense qu'intuitivement, on peut comprendre. Enfin, on peut se demander si Si on peut combattre, si on peut, voilà, je reformule la question. Est-ce qu'en attaquant un programme, on peut le stabiliser, hein? Bon, dans la conception de Zoé Camus autour de la stabilisation, elle dirait que ce qui est stabilisé, c'est le mode d'intervention qui permet d'attaquer le programme, hein? Et donc, en fin de compte, le programme est stabilisé comme attaqué, hein? Il est stabilisé en tant que programme attaqué. Un programme qui n'est qu'attaqué, par exemple. Ouais. On peut imaginer qu'il y a un programme dans un espace sémantique qui n'est que attaqué, qui n'est que combattu. Hein. Donc, on peut dire que dans cet espace sémantique, ce programme est
stabilisé en tant que programme combattu, hein. Ce qui veut dire que, d'un autre point de vue, si on considère juste la possibilité de le mettre en discours de manière positive, hein, pour dire par exemple, il faut protéger les loups parce que c'est une espèce protégée, hein, parce que c'est une espèce menacée, pardon. Si il s'agit de savoir, moi j'ai fait un raccourci dans mon exposé en supposant que un programme stabilisé est celui qui permet de produire des discours positifs, hein. Euh, c'est pour ça que cette question me met en difficulté parce que ça m'oblige à introduire un degré supplémentaire de complexité et un niveau de l'espace sémantique dont je n'ai pas parlé, qui est celui des modes d'intervention. Mais pour répondre à ta question, alors, ce qu'on dirait, c'est que ce qui est stabilisé, c'est la possibilité de combattre ce programme, ou bien, c'est la même chose, ce programme en tant que programme combattu, hein, sont stabilisés. D'accord? Voilà. Je pense que ça... Maxime. Ah, Maxime. Parfait. Maxime, vraiment, bon, d'accord. Il me semble que par téléphone, ok, Maxime, montrez-vous. Mais je tiens vraiment à prendre une tasse de thé, sinon je vais devenir folle, je ne pourrai pas suivre les groupes de travail après. Est-ce que vous m'entendez? Je suis désolé, je peux pas mettre de caméra, mais sinon je pourrais la poser Non, quand on se allez-y, verra Maxime, avec. je plaisantais, je vous connais, je sais que. Allez-y, Ma, je vous entends. ma question, elle est peut-être un peu complexe, mais Alfredo, tu as dit que en fait, les programmes, leur nature n'était pas matérielle. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que leur nature est nominaliste ou enfin, que- que- quelle est la substance du programme? Comment ça revient un peu à dire est-ce que euh, les programmes existent-ils concrètement? Est-ce que l'espace sémantique existe-t-il concrètement? Ou est-ce qu'ils sont juste des catégories du chercheur, en fait? La question est hyper complexe, hein, oui. J'aime bien. Alors, moi, je peux te donner une réponse très rapide. Je pense que, mais voilà, ça va être forcément problématique. Alors, l'hypothèse, l'hypothèse qu'on fait, tu vois, on fait une hypothèse selon laquelle les programmes existent. Ouais. Je fais une hypothèse selon laquelle les programmes existent parce que c'est ce qui me permet d'expliquer des réalités matérielles qui sont les discours et les actions, hein. C'est ça la réponse que je peux te donner, très rapide, pour que Marianne aille prendre son thé et que tout le monde ait l'impression que j'ai répondu à ta question. Merci. On continuera à discuter, Maxime. Très bien, merci. Bon, bien sûr, on aura d'autres occasions de discuter. Bon, mais je te remercie pour ton intervention. Je vous remercie tous pour votre présence. Merci.